Voici les 5 erreurs mortelles que les vendeurs de propriétés en Estrie ont pu faire dans les derniers mois. 5 erreurs que je te conseille fortement d'éviter si tu veux que ton projet, ta transaction se passe bien et que tu sortes avec une belle profitabilité, des conditions qui sont favorables à ton projet, puis un souvenir pas amer de ce projet-là. Parce que vendre une maison, c'est pas vraiment vendre une maison. Vendre une maison, c'est une transition vers un nouveau projet qui, lui, est supposé d'être très motivant, plein de lumière et de bonheur. Fait que, tu sais, tu veux garder un beau souvenir de cette transition-là, mais pour ça, il faut que la vente se passe bien. Première erreur que les gens font, là, un prix trop élevé. Je te surprends-tu en disant ça? Un prix trop élevé d'affichage, là, au départ, quand tu mets ta maison sur le marché, ça vient juste de tuer ton timing. Parce que les gens vont voir la propriété, puis là, vont faire comme, ben trop cher. Tu as 5 jours de nouveauté sur Centris, hein? Ben trop cher, tu n'auras pas de visite. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? Après 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 1 mois, 2 mois, tu vas réaliser que ta maison est trop chère, il va falloir que tu baisses ton prix. Fait que là, tu vas baisser ton prix. Puis là, les gens l'ont vu. Ils attendent que ça rebaisse encore. Fait que là, ça va pas améliorer ta vente. Ça va faire que le délai va être long. Puis si jamais tu as une offre d'achat, hein, au départ, malgré ton prix trop élevé, les gens vont sûrement vouloir négocier suite à l'inspection ou pendant la réalisation des conditions. Et ça va te froisser parce qu'une fois que tu as reçu un certain prix, tes attentes, c'est de vendre à ce prix-là, pas en dessous. Fait que ça risque de moins bien fonctionner. Je te dis, un prix trop élevé, là, ça tue le timing, ça diminue la qualité des conditions que tu vas recevoir, puis ça augmente le délai de vente. Tu ne veux pas ça. La deuxième chose, c'est choisir le prix d'affichage sur tes besoins et pas sur les statistiques. Mettons, je te donne un scénario, là. Tu as une propriété avec ton conjoint, ta conjointe, vous vous séparez, les deux, vous voulez partir chacun de votre bord, mais vous voulez racheter. Fait que là, tu te dis, mettons que ma maison est X, puis que là, on vend Y, puis là, on se sépare, le Y à 2, ça va me faire tant de profit. Moi, j'ai besoin de racheter, mais là, le marché, présentement, il est fucking cher. Fait que pour me racheter, faudrait que je vende à tel prix pour réussir à avoir tant. Ça, là, c'est pas une bonne réflexion. Ce que tu as besoin, hein, ça n'a pas rapport avec ce que tu peux vendre. Fait qu'il y a l'analyse statistique, puis après ça, tes besoins. Je comprends que tu veux vendre un certain montant, puis je comprends que tu as besoin de vendre un certain montant, puis tu as le droit de faire le choix de vendre ou d'afficher plus haut que la valeur statistique du marché que ta propriété a là. Mais il faut que tu le fasses au moins en connaissance de l'impact et des conséquences que cette décision-là peut avoir. Mais je te le dis, baser son choix sur ses besoins et non les statistiques, c'est la deuxième plus grosse erreur que les gens font en Estrie quand ils veulent vendre leur propriété. Troisième chose, mauvaise analyse des comparables. Fait qu'analyser les comparables sur l'émotion. Fait que j'ai entendu des trucs, 2 maisons qui sont très similaires. Puis là, ouais, mais moi, mon voisin, elle l'a vu, là, puis, tu sais, il entretient pas sa clôture comme moi, là. Je veux dire, lui, son gazon, là, son chien pisse partout, il y a des ronds jaunes, là, tu sais, là. Moi, j'ai refait en plus, là, tu sais, j'ai changé toutes les armoires, toutes les luminaires ont été changés. Hey, c'est pas vrai que ma maison, elle vaut la même affaire que le voisin. Ton opinion des comparables, puis l'opinion que les acheteurs vont avoir quand ils vont regarder le marché, puis ils vont dire ah, « OK », ils vont parler à leur courtier, puis ils vont dire « Cette maison-là, elle vaut à peu près combien? » Puis là, le courtier va regarder les comparables, puis ils vont le regarder ensemble. Lui, là, les ronds de pisse là, sur la terrasse, là, puis le fait qu'il entretient moins bien, ça importe peu. Toi, t'es là, t'es impliqué émotivement dans cette transaction-là. Ta réflexion est souvent biaisée puis teintée, mais pas teintée de la bonne façon. Fait que baser ton analyse des comparables sur tes émotions, puis c'est pas la bonne façon. C'est pour ça qu'un professionnel, c'est le fun dans une transaction parce qu'il n'est pas impliqué émotivement dans cette transaction-là. Il y a un certain recul, puis il n'y a pas les besoins financiers, il est neutre dans cette transaction-là. Un évaluateur agréé est encore plus neutre, fait lui, il n'a même pas de gain financier. Lui, il fait sa job, il donne le rapport, puis c'est fini. Le courtier, lui, il a une rétribution au bout de ça. Fait que tu pourrais me dire qu'on a un gain financier puis qu'on voudrait vendre la maison plus chère, mais en même temps, il faut la vendre. Fait qu'on veut la vendre au juste prix. Fait que, pas vraiment un bon argument, mais bref, baser
ta réflexion des comparables sur l'émotion, c'est pas une bonne façon de regarder les comparables. La quatrième erreur qui est la plus régulièrement faite, c'est une mauvaise analyse de la bonne offre d'achat à accepter dans une négociation ou de négocier avec émotion. Là, tu comprends-tu que l'émotion dans une transaction, c'est pas toujours bon, hein? Dans une transaction de vente, c'est régulièrement mauvais même, je te dirais. Fait que, faire une mauvaise analyse dans une situation d'offre multiple, exemple, c'est regarder le prix puis, mettons, te dire ben, je vais prendre la plus haute. Il peut y avoir des risques à prendre nécessairement juste la plus haute. Peut-être qu'il y a des conditions qui sont plus permissives. Exemple, dans l'offre, tu as un 20 000 de plus sur celle-là, mais il y a une petite demande de visite des lieux. Cette condition-là est très permissive. Il y a une petite demande en point 9.1 de documents. Cette condition-là est très permissive. Il y a des conditions qui sont très risquées. Fait que des fois, l'analyse dans une situation d'offre multiple en négociation, c'est pas nécessairement le prix le plus haut qui est la meilleure offre. La deuxième chose, c'est tomber en... Mettons là, que tu vends ta maison 600 000. Pour toi, ça vaut 600 000, puis tu veux vendre à 600 000, puis là, tu as une offre à 5,75, tu fais comme « Non, je refuse ça! Je refuse ça! » OK, bien, là, ton courtier va te dire « Bon, ben parfait, mais je conseille qu'on fasse une contre-proposition. À combien tu voudrais revenir en contre-proposition? » Non, je fais juste refuser. Mais pourquoi tu veux refuser? Non, un offre de merde, ça, il rit de nous autres. Il rit de nous autres. Maison, elle vaut 600 000, c'est pour ça qu'on l'a affiché 600 000, fait qu'on va juste refuser. Refuser une offre, il n'y a rien de positif. Il n'y a rien, c'est un refus. C'est négatif, à 100% négatif. C'est un refus, c'est pas une négociation, c'est pas une discussion, c'est un refus. 100% négatif, ce mot-là. Fait que, essaie de voir comment tu pourrais aller vers, donc tendre vers tes attentes, mais ce genre de réaction-là, c'est une réaction émotive. Puis c'est pas réfléchi, hein? C'est irrationnel, une réaction, puis une décision qui est émotive, puis je le déconseille dans une négociation. Le but, là, c'est d'essayer de trouver la façon d'apporter le parti adverse jusqu'à ton objectif ou le plus proche possible de ton objectif. Et ça, l'expert que tu as choisi pour t'aider est probablement très apte à t'aider à réussir cette transaction-là, cette négociation-là, puis en l'apportant le plus proche possible de ce que toi, tu as besoin. Puis la cinquième chose que les gens font, qui est une erreur mortelle ou très problématique, c'est pas écouter les conseils des experts. Ultimement, tu as choisi une personne pour t'aider dans ton projet de vente ou d'achat. Tu l'as choisi parce qu'il y a une connaissance, il y a une expertise, tu avais un bon feeling avec lui. Dès que ça touche l'argent, les gens ont une forte tendance à ne plus écouter les conseils. Mais c'est justement là que c'est le plus important d'avoir la tête froide, puis de bien réfléchir, puis de faire confiance à l'expert avec lequel tu as décidé de faire équipe parce qu'il y a une expertise, parce qu'il y a de la connaissance, parce qu'il y a l'habitude de faire ce genre de transaction-là, puis il va pouvoir avec objectivité te conseiller pour la réalisation de la transaction avec tes intérêts en tête. Fait que je sais que quand ça touche l'argent, c'est comme ça pince, c'est difficile, mais c'est drette là que ça vaut la peine d'écouter les conseils de ton expert. Si tu veux éviter toutes ces erreurs-là, prends le temps de trouver une personne avec laquelle tu t'entends, avec laquelle tu peux créer une communication qui est bidirectionnelle, remplie d'écoute. Hein? Prends quelqu'un en qui tu as confiance, puis lance-toi en affaires avec lui pour réaliser ton projet d'achat ou de vente immobilier. Ça va te faciliter la vie comme pas possible. Si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou aller au serviceimmobilier.ca et prendre un rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions et t'aider. D'ici là, je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!